Un sujet qui a été régulièrement évoqué au cours de ces 2 dernières années, mais pour lequel l'actualité est encore riche, avec notamment la publication d'un article dans le JAC il y a 3 jours, qui fera office d'ailleurs de conclusion. Et pour vous y mener pas à pas, j'ai pris le loisir de réaliser une sorte de frise chronologique pour retracer un petit peu ces 2 dernières années, comment ont évolué cette thématique sur la nécessité du bilan dans le cadre de la reprise du sport après un Covid. Alors on vient de voir qu'il n'y a pas que des atteintes cardiaques, il y a aussi le poumon, mais en effet le cœur n'est pas épargné et rapidement, une fois que la pandémie a été déclarée à l'échelle mondiale, les publications chinoises ont fait office d'atteintes cardiaques potentielles liées au Covid, dont la physiopathologie est toute vite trouvée dans la mesure où il existe des récepteurs à l'angiotensin 2 à la surface des cardiomyocytes avec lequel le SARS-CoV-2 peut interagir avec une cardiotoxicité qui est directe. Et donc, les publications chinoises font état de lésions myocardiques, notamment par l'augmentation de marqueurs de la troponine, et qui est associée à une mortalité hospitalière plus élevée et à des arythmies plus élevées. Et donc, logiquement, la communauté des cardiologues du sport s'est rapidement inquiétée sur cette thématique, et notamment sur la thématique de la myocardite et son interaction potentielle avec le sport. Vous savez que les myocardites aiguës est une cause non négligeable de mort subite chez le sujet athlète jeune et que dans des proportions non négligeables également de séquelles de myocardite lorsqu'elles sont étendues, elles peuvent être à terme source d'arythmies ventriculaires potentiellement létales. Donc la communauté des cardiologues du sport se sont rapidement inquiétés sur... Mais ça, je ne vais pas l'oublier. Ah, c'est François qui est parti avec le micro. Bon, au moins je sais qu'ils ne m'écoutent pas comme ça. Donc, les cardiologues se sont vite inquiétés sur la prévalence potentielle de ces myocardites dans le cadre d'une infection au Covid. Néanmoins, à cette époque-là, la proportion exacte de ces atteintes inflammatoires myocardiques était inconnue. On suggérait éventuellement un tropisme cardiaque plus important avec le Covid-19, mais il n'était pas démontré. Et on était inquiet également sur des formes potentiellement asymptomatiques d'inflammation cardiaque. Alors en appliquant essentiellement le principe de précaution, parce qu'il n'y avait pas encore de données riches de la littérature comme on a au jour d'aujourd'hui, mais dans un premier temps, les fédérations se sont inquiétées sur ces potentielles atteintes cardiaques liées au Covid. Par exemple, la Fédération française de handball, je vous ai retrouvé donc leurs recommandations en avril-mai 2020 qui proposaient à tous leurs sportifs licenciés de handball de consulter un cardiologue du sport après une infection Covid, symptômes ou pas de symptômes. J'ai trouvé également une proposition d'algorithme, alors qui n'a pas forcément été appliquée à chaque fois, mais l'association médicale des footballeurs professionnels, dans le cadre donc, du football professionnel, pour tout footballeur qui présentait une infection Covid, encore une fois symptomatique ou non symptomatique, il était discuté de réaliser un bilan cardiaque systématique avec ECG, écho et même IRM cardiaque en première intention. Ensuite, quelques semaines après, on a eu des points de vue d'experts, toujours basés sur le principe de précaution et sans preuve scientifique, qui vont un petit peu dans le même sens et qui insistent sur la nécessité de réaliser un bilan cardiaque systématique après une infection Covid, avec la réalisation, côté anglo-saxon, de manière systématique d'une triade troponine, ECG 12 dérivations de repos et échographie transthoracique de repos. Et enfin, quelques semaines encore plus tard, le ministère français également va un petit peu dans le même sens et ont alerté la communauté médicale de la nécessité et de l'importance de réaliser ces bilans cardiaques en éditant donc des guides de recommandations sanitaires à la reprise sportive, donc qui peut intéresser le sportif loisir, mais également le sportif de haut niveau, avec un bilan qui peut être plus ou moins exhaustif selon les situations, mais qui devait être systématique, même encore une fois en cas de Covid asymptomatique. Et il va falloir attendre presque un an pour avoir les résultats des premières publications avec un niveau de preuve suffisant et un nombre de patients suffisant pour qu'elles soient relevantes d'un point de vue clinicien par derrière. Et donc on a eu plusieurs publications d'envergure qui traitent sur l'intérêt de ce bilan systématique et sur la prévalence des maladies inflammatoires à la suite d'un Covid. Donc première grosse étude que mon prédécesseur a cité également. Donc sur 789 professionnels, ils ont regardé quel était l'impact de réaliser un bilan systématique de ce cadre-là avec la triade dosage de troponine, ECG, échographie transthoracique.
En effet, 30 athlètes avaient au moins un examen anormal, ça veut dire 3,8% d'anomalies potentielles qui ne sont pas encore confirmées, mais qui ont amené en tout cas à réaliser des bilans complémentaires, notamment des échographies de stress ou des IRM cardiaques. Et finalement, une prévalence qui va être beaucoup plus faible. Alors je pense qu'il y a une petite erreur de division tout à l'heure, ça fait quand même 0,7%, mais ça reste très très faible, une prévalence très très faible de maladies, pathologies inflammatoires liées au Covid, qui est retrouvée avec cette stratégie de bilan systématique. Alors, une autre étude s'est intéressée maintenant si peut-être que la triade ne sert pas à grand-chose, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une IRM systématiquement ? Alors c'est très anglo-saxon encore comme point de vue également, mais ils ont comparé donc la stratégie réalisation d'IRM systématique chez tous ou orientée par la clinique, à savoir si on a des symptômes cardiaques, ou alors orientée par une triade d'examens cardiaques sans IRM initialement, ou alors par la triade et la présence de symptômes cardiaques. Et évidemment, c'est assez logique quand on parle de myocardite ou de lésions inflammatoires cardiaques, d'imaginer que l'IRM allait retrouver une prévalence plus élevée quand on sait que c'est l'IRM qui peut faire plus volontiers l'état de ces pathologies inflammatoires cardiaques que les examens de type échographie ou ECG de repos. Donc on va passer de 0,3% d'anomalies quand on va réaliser des examens complémentaires uniquement en cas de présence de symptômes cardiaques, jusqu'à près de 2,3% de maladies inflammatoires liées à l'infection Covid récente en cas de dérélation d'IRM systématique. Vous noterez cependant que donc, dans ce papier qui a intéressé 10 centres différents aux États-Unis, on n'avait pas du tout la même prévalence selon les centres, donc ce qui quand même laisse poser la question sur les protocoles de réalisation de ces IRM, mais aussi les interprétations. Et donc finalement, à la suite de ces grandes publications, juillet 2021, on commençait à y voir un peu plus clair, le brouillard s'éclaircit peu à peu, on connaît un petit peu mieux les prévalences de lésions inflammatoires liées au Covid, donc qui va de 1 à près de 3%. Néanmoins, s'en est suivi toute une série d'éditoriaux entre journaux interposés sur la véritable pertinence de ces lésions inflammatoires, et notamment sur la variabilité d'acquisition et d'interprétation selon les centres. Ça, c'était le premier point. Est-ce que ces lésions inflammatoires ont autant de signification et d'impact, notamment au niveau rythmique, chez quelqu'un qui a une prise de sang normale, pas de troponine, une échographie, un ECG normal et surtout pas de symptômes également de myocardite ou de myopéricardite. D'ailleurs, les critères de Lake-Louise, qui permettent d'établir s'il y a une présence d'une maladie inflammatoire cardiaque en IRM, ont été établis mais en cas de suspicion clinico-biologique déjà de myocardite. Il n'a pas été établi en cas de sujet asymptomatique. Et également, il y a cette problématique de rehaussement tardif qu'on peut retrouver également de manière plus fréquente chez le sujet athlète. Et la plupart de ces premières études n'étaient pas contrôlées par une série de cas témoins qui n'avaient pas présenté le Covid récemment. Donc le brouillard s'est éclairci, mais finalement pas tant que ça. Et la place de l'IRM de manière systématique, finalement, n'a pas été très convaincante dans ce cadre-là. Alors, c'est l'occasion m'est donnée également de présenter un travail pour lequel beaucoup d'entre vous ont participé grâce à la collaboration du Club des cardiologues du sport. On a voulu également, nous, en France, donc Stéphane Cade qui a dirigé cette étude, savoir quelle a été l'implication des cardiologues dans ces bilans et savoir quand un sportif a été adressé à un cardiologue, quel bilan a été réalisé. Donc c'est quelque chose de rétrospectif. On a recueilli 554 dossiers et établi ce registre que quand le sujet a eu un Covid récent basé sur une PCR positive, donc symptomatique ou non symptomatique, le CG était réalisé quasiment dans 100% des cas, ce qui paraissait assez logique. L'échographie dans près de 90% des situations. Le test d'effort, contrairement aux anglo-saxons, qui n'est pas proposé dans la triade, a été réalisé malgré tout dans 53% des situations, et donc beaucoup plus rarement l'IRM, encore moins le Holter ECG, et la troponine qui est proposée dans la triade initiale des anglo-saxons a été réalisée que dans 16% de notre série. Donc ça, c'était le premier enseignement, c'était de faire un peu une image sur les examens réalisés. Le deuxième enseignement qu'on a en tiré, c'est que finalement,
En dehors du Covid, on a retrouvé tout un tas d'anomalies qui n'avaient absolument rien à voir de manière évidente avec l'infection Covid, comme par exemple la présence d'une voie accessoire sur l'électrocardiogramme, une bicuspidie aortique ou des extrasystoles ventriculaires à l'effort, mais qui étaient déjà décrites précédemment, donc a priori rien à voir avec le Covid. Et donc là, c'est plus la question du dépistage systématique en dehors du Covid qui est établi. Et dans une manière beaucoup plus minoritaire, on a retrouvé que très peu d'anomalies où le lien avec l'infection Covid récente ne pouvait pas être éliminé. Donc un ECG était anormal dans uniquement 4 situations, donc moins de 1% des cas, 3 situations pour l'échographie. C'était des anomalies de la contraction segmentaire ou un petit épanchement péricardique. Dans 1%, dans 3 situations, on avait des arythmies ventriculaires qui n'étaient pas connues sur des tests d'effort précédents, donc éventuellement imputables à l'infection Covid. Et on aura eu uniquement un seul sujet pour lequel l'IRM fait l'état d'une lésion myocardique inflammatoire aiguë. Et concernant la troponine, un seul avait une augmentation très modérée et considérée finalement non significative par le cardiologue qui n'avait pas entraîné d'examen complémentaire. Donc ça, c'est les premiers enseignements. Le deuxième gros enseignement également, c'est qu'on a voulu regarder un petit peu si le fait d'avoir des symptômes cardiaques avait changé l'attitude du cardiologue et savoir s'il avait réalisé plus volontiers des examens complémentaires plus poussés. La réponse est oui, parce que notamment sur le test d'effort, il était réalisé dans 82% des sujets qui avaient des symptômes cardiaques, alors que c'était plutôt 50% des cas chez les sujets asymptomatiques. Par contre, on ne retrouvait pas plus d'anomalies sur notre bilan quand il y avait des symptômes cardiaques par rapport aux sujets qui n'avaient pas de symptômes cardiaques. Donc finalement, si je fais un petit peu la synthèse de ce registre français qu'on a voulu mener, on fait l'état de 11 patients qui ont eu au moins un examen anormal retrouvé donc, sur ce bilan systématique cardiologique à réaliser après une infection Covid, soit 2% de la population totale, donc quelque chose de relativement faible, sachant que la preuve finale que c'est vraiment lié au Covid n'est pas non plus établie d'ailleurs, mais on n'a pas pu l'éliminer. Et finalement, il va y avoir un impact clinique uniquement pour un seul athlète, qui va avoir une restriction temporaire au sport de 3 mois. C'est celui qui avait donc une zone de rehaussement tardif au niveau inférolatéral en IRM, alors que les autres, finalement, les doutes sur une anomalie cardiaque ont été levés par d'autres examens, et donc l'imputabilité au Covid est encore débattue, et en tout cas n'a pas convaincu le cardiologue pour faire arrêter l'athlète, il a pu continuer. Et surtout, le dernier élément très rassurant, c'est que sur un suivi de 367 jours, on n'a absolument aucun événement à déclarer. Alors je tends une perche, je ne sais pas si Laurent, tu voudras parler du protocole ASCOVID, donc un autre protocole français en lien avec la Ligue nationale de rugby, qui a le mérite d'avoir comparé ces IRM avec un groupe témoin également, donc je ne sais pas si tu auras la possibilité de communiquer quelques mots là-dessus à la fin. Et donc pour conclure, je voudrais vous parler de cette dernière article qui tombait à pic parce que non seulement il est sorti il y a 3 jours, mais surtout c'est que j'avais vraiment l'ambition de vous faire la même diapositive de fin et le même algorithme qu'on pourrait, je pense, logiquement proposer en mai 2022, à savoir que chez un sujet asymptomatique et en l'absence de symptômes cardiovasculaires, je pense qu'il est quand même assez raisonnable maintenant de ne pas proposer de bilan, et les Américains sont d'accord avec ça sur leur papier publié il y a 3 jours. On va pouvoir reprendre le sport de manière assez précoce. On disait classiquement qu'on arrête 7 à 14 jours selon les papiers. Quand on est asymptomatique, il propose même une reprise assez rapide dès J3 et plutôt à l'arrêt des symptômes quand on a eu des symptômes. En tout cas, pas de bilan systématique nécessaire, pas de dépistage cardiovasculaire nécessaire systématique dans ces conditions-là. C'est trop peu rentable et on retrouve rarement quelque chose et ça a rarement peu d'impact clinique par derrière. En revanche, même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas forcément plus d'anomalies retrouvées en cas de symptômes cardiovasculaires, je pense qu'il est logique, médicalement parlant, de continuer un dépistage cardiologique chez des sujets qui ont des symptômes cardiovasculaires. C'est comme l'essence de notre profession. Il n'y aura pas de sport jusqu'à qu'il y ait eu ce bilan, avec donc une proposition de consultation cardiologique avec la triade ECG, échographie transthoracique, troponine. Si c'est normal, la reprise va être possible de manière progressive. Si c'est anormal, c'est là où on va intervenir l'IRM. Ils insistent bien sur le fait qu'il ne faut pas faire d'IRM systématique. De manière, c'est compliqué en pratique. Donc, ce sera une IRM uniquement qui va être orientée.
Évidemment, en cas de myocardite, il va y avoir une exclusion temporaire au sport de 3 à 6 mois. Et dans ce cas-là, si l'IRM reste normal chez un sujet symptomatique avec un bilan initial anormal, on pourra compléter par une épreuve d'effort et un halter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Christophe de nous avoir fait ce petit récapitulatif pour une question qui nous a bien embêtés ces 2 dernières années, avec une conclusion assez heureuse finalement, c'est que c'est relativement simple. Quand vous avez un sportif qui a le Covid, on est d'accord, on ne lui fait rien, sauf s'il a des symptômes vraiment suspects. Il se repose un petit peu, il peut reprendre un peu progressivement le sport. Est-ce que vous avez des questions ? François ? Bonjour, j'ai un patient de 58 ans qui est un très bon sportif, qui fait de l'ultra trail, qui a fait 3e dans sa catégorie à la Diagonale des Fous, qui a fait un Covid l'année dernière, qui a fait une myocardite documentée avec une dysfonction VG en écho, une fraction d'éjection 45%, documentée à l'IRM, qui a récupéré, qui symptomatiquement va très bien, mais 1 an après, l'IRM confirme des séquelles de myocardite. En écho, il a une fraction d'éjection à 50, 55, mais qui n'est pas strictement normale. Par contre, rien au holter et VO2 max, il a 50, 55 ml/min, il fait 320 watts, il ne se passe rien du tout. Est-ce qu'on considère que la séquelle, c'est un risque? Est-ce qu'on peut le laisser refaire la Diagonale des Fous? Est-ce qu'on peut le laisser recourir normalement ou pas? Méfiance, méfiance. On sait que c'est séquelles de fibrose, en fait. Finalement, on ne sait pas comment elles peuvent évoluer. Ça peut être en tout cas constituer un substrat rythmogène évident. C'est sûr que si vous avez, vous avez quand même une fraction d'éjection sensiblement altérée, peut-être ça serait bien de connaître sa fraction d'éjection antérieure si vous avez des échos antérieurs, parce que peut-être qu'il s'agit aussi d'un cœur d'athlète, une fraction d'éjection à 50% qu'on peut le voir chez l'athlète très endurant. Néanmoins, c'est vrai que dans le cadre des fonctions cardiaques préservées, en l'absence d'arythmie, et si la cicatrice fibreuse est quand même peu marquée, on dit en général à moins de 15-20% de la surface VG, c'est difficile de contre-indiquer formellement au sport chez un sujet qui est devenu asymptomatique, qui a une fonction cardiaque normale, mais surveillance annuelle, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut devenir avec le temps. Et on a des études plutôt qui sont en général rétrospectives qui montrent qu'on peut faire de l'arythmie dans le futur et qu'il faut les surveiller, quoi. Il a eu une 2e IRM à 6 mois de distance ou pas? Et Et quelle est l'étendue de la fibrose en IRM, du rehaussement tardif? Vous savez, voilà, c'est pas une zone focalisée, c'est quelque chose de plutôt étendu. Donc. Là, ça va être, voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de trop le pousser à refaire la Diagonale des Fous, avec ce que vous venez de me dire. Ça va être une décision médicale partagée. Merci pour ce magnifique topo. En tout cas, moi, j'ai juste un sentiment au décours de cette pandémie, c'est que ça nous a sensibilisés sur l'intérêt que dans toute pathologie virale, on doit être très attentif et être très restrictif vis-à-vis des velléités de nos sportifs quant à la reprise trop précoce. On oublie la grippe, maintenant le Covid est passé, et ben ça va nous servir d'expérience justement pour maintenant dire aux gens, attention, la grippe, c'est pas anodin, il faut être vigilant. nous, oui, mais nos patients, toujours pas. 10 secondes. J'ai 2 sportifs qui ont eu myocardite confirmée avec séquelles à l'IRM. Et 3 mois après IRM de contrôle, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de séquelles. C'est pour ça qu'il faut peut-être refaire une autre On IRM. en avait refait une, oui. Tout à fait, oui. C'est bien recommandé de contrôler les IRM des myocardites aigus pour apprécier le caractère de fibrose séquelaire où des fois, il n'y a plus rien. Et donc ça va changer de savoir si on va continuer à suivre notre malade dans le cadre de sa pratique sportive. Parce que s'il n'y a plus rien, on est quand même largement plus rassuré.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Edon. On va laisser la parole à Monsieur Ménadier pour